pour cette conférence, l'accès au foncier pour les projets d'habitat collaboratif à Genève et ailleurs. Et aujourd'hui, on est en compagnie d'Aline Juon, qui est architecte, qui est responsable de projets de construction pour la coopérative La Ciguë, une coopérative de logement genevoise pour les personnes en formation, et qui est également membre du comité du GCHG, le groupement des coopératives d'habitation genevoises. Bienvenue Aline et merci d'être avec nous. Également dans notre panel d'intervenantes, Julie Lapalme, secrétaire générale de Cooperative Housing International, la fêtière des fêtières de coopératives d'habitation à l'échelle internationale. Bienvenue Julie et merci également d'être avec nous ce soir. Alors, on va commencer par une première question pour Aline, dans un contexte tout à fait particulier, puisque le groupement des coopératives d'habitation genevoises, le GCHG, a lancé récemment une initiative populaire pour plus de logements en coopérative. Initiative justement pour laquelle Urbamonde fait partie du comité de soutien. Alors ça nous rappelle un peu Zurich il y a plusieurs années, quand en 2011 les Zurichois acceptaient à 75% une disposition réclamant que 33% du parc de logements soit d'utilité publique d'ici 2050. Aujourd'hui ils sont à 20%. Et ont une progression assez intéressante, un contexte assez intéressant. On nous souhaite la même chose à Genève. Mais revenons du coup à cette initiative qu'il s'agit de faire passer. Un axe important justement de cette initiative consiste à renforcer la politique publique active de l'État concernant l'acquisition du foncier, qui serait du coup mis à disposition des coopératives d'habitation sous forme de DDP. Voilà, Aline, est-ce que tu peux nous expliquer mieux à quoi correspond cette initiative, justement? Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation, Dani. Donc c'est vrai qu'à Genève, on subit une pénurie de logements depuis de nombreuses années, et avec pour conséquence des loyers qui augmentent, des jeunes, des familles, toute une population à Genève qui peine à trouver un appartement accessible et de qualité. Et le groupement des coopératives d'habitation à Genève, elle milite depuis maintenant 20 ans pour les coopératives à Genève, et lance cette année une initiative pour remédier à cette crise. On demande, en fait, les coopératives d'habitation, elles s'engagent à construire des logements et des quartiers non seulement abordables, mais aussi agréables, où il fait bon vivre. Et aujourd'hui, c'est 5% des logements à Genève. Et en comparaison, c'est vrai, comme tu le disais, la ville de Zurich, elle en compte plus de 20%. Donc les coopératives, c'est quoi? Donc les coopératives d'habitation, elles sont sans but lucratif. Ça veut dire que les logements qu'elles construisent, elles ne sont pas soumis à une spéculation immobilière et soumis à des hausses des loyers. Les habitants sont des coopératrices, des coopérateurs, et ils acquièrent des parts sociales et ils ont une voix dans les décisions qui sont prises concernant leur immeuble. Et en fait, les coopératives, elles offrent non seulement des logements bon marché écologiques, elles proposent ici un habitat qui est différent, plus participatif, qui est moins standardisé, et plus finalement à l'écoute des besoins et des manières de vivre qui sont d'aujourd'hui. Donc l'initiative, elle demande donc plus de logements coopératifs. D'ici à 2030, elle demande une augmentation du parc de logements de 10%, ce qui équivaut à environ plus 10 000 logements en plus qui seraient créés sur des terrains qui sont en main publique, donc l'État de Genève et les différentes communes. Et donc, les avantages de l'habitat coopératif, c'est des logements moins chers. Il y a une étude qui a démontré que en fait, le logement coopératif, ça représente 40% moins cher que du logement de type traditionnel. C'est là en fonction du type de logement, du nombre de pièces et de l'année en construction. C'est des constructions qui sont écologiques. Les coopératives, elles sont très souvent pionnières dans la recherche d'innovation écologique. Elles construisent des bâtiments qui sont de haute performance énergétique, elles favorisent des matériaux sains. Elles proposent aussi des solutions innovantes en matière de gestion des déchets de mobilité. Donc, c'est des immeubles où il fait bon vivre. Les coopératives, elles sont aussi sensibles à l'architecture, aux espaces qu'elles construisent. Elles prévoient des espaces communs à l'intérieur de leurs immeubles, des espaces qui sont donc qui sont partagés, qui sont comme des prolongements des appartements. Donc, il y a des salles communes, des terrasses accessibles avec aussi des espaces de potager, des chambres d'amis. Et les distributions des immeubles, elles sont aussi pensées comme des grands espaces lumineux, généreux,
qui facilite les rencontres entre les voisines et les voisins. Elle participe donc aussi à la construction de quartiers qui sont vivants et durables. Et puis, les coopératives, elles portent une attention particulière aussi au rez-de-chaussée et aux plus-values sociales qui peuvent être apportées en fait, dans les rez-de-chaussée pour animer les nouveaux quartiers qui sont construits. Voilà, en gros, un peu ce que l'initiative demande voilà, pour Genève. Et puis, on espère que les Genevoises et les Genevois vont signer notre initiative. Et donc, voilà, j'invite en fait, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à peut-être télécharger l'initiative, à la faire signer, puis à l'envoyer, parce qu'il nous manque encore quelques signatures. Et on a jusqu'à fin juin pour obtenir de nombreuses signatures. Donc, voilà. Merci à vous. Pardon, la technique joue des tours. Merci beaucoup pour cette promotion de l'initiative. En effet, on souhaite que cette initiative puisse être signée massivement pour développer l'habitat que tu décris très bien et qui a un avantage très, très, très clair par rapport justement au marché du logement. Voilà, si cette initiative passe, ce serait une nouvelle politique publique qui serait introduite au niveau du canton de Genève, qui permettrait justement de viser ces 10% du parc d'ici 2030. On a parlé du cas justement à Zurich, où finalement l'initiative avait permis de concrètement atteindre, valoriser des projets de coopératives pour augmenter la part de ce type de logement sur le marché. Ce qu'on propose aujourd'hui dans le cadre de cette conférence, en plus de mettre en valeur une initiative locale à Genève, c'est de faire un peu un tour d'horizon d'autres initiatives ou plutôt d'autres politiques publiques qui ont été effectivement mises en place à une échelle internationale et de voir un petit peu les résultats qu'elles ont pu apporter. Et pour cela, justement, je me tourne vers Julie. Tu représentes la fêtière des coopératives à l'échelle au niveau international. Peux-tu nous présenter du coup d'autres contextes où l'État a mis en place ces politiques et quelle forme cela a pris finalement? Merci Damien et merci pour l'invitation aujourd'hui. Alors, en faisant la recherche pour aujourd'hui, j'ai trouvé beaucoup d'exemples et j'espère passer à travers de chaque exemple, mais malheureusement, il y en a tellement que je vais y passer rapidement. Donc, alors en général, les programmes et les projets de loi s'appliquent à différents modèles de logement abordable qui incluent les coopératives. Alors, commençons par l'Angleterre. Je peux vous présenter un peu ce que est l'organisme de Cooperative Housing International, ou Coopérative Habitation Internationale. Nous regroupons les fêtières nationales au-delà de 30 pays dans le monde. Et alors, grosso modo, on promouvoit le modèle coopératif et on crée des réseaux et des opportunités pour faire des échanges entre les pairs et partager les bons exemples, des bons exemples des nouvelles innovations ou des sujets ou des problèmes, des problématiques que les fêtières ont en commun et essayer de trouver des solutions. Alors, et voilà quelques-uns de nos membres. Nous avons des membres du Pakistan, de les Indes, de l'Uruguay, du Chili, Canada, États-Unis et des pays en Europe. Donc, je vais passer à la prochaine slide. Alors, je vais parler des programmes, des projets de loi en Angleterre, en Autriche, au Canada, aux États-Unis, au Pérou, au Chili. Et puis, j'en ai inséré un dernier à Barcelone. Alors, si on a le temps de passer à travers de tout ça, je vais faire mon mieux. Donc, en Angleterre, c'est le secteur de logement géré par la communauté est l'un des domaines de développement du logement qui connaît la croissance la plus rapide en Angleterre. Il y a, si tu veux passer à la prochaine slide, s'il vous plaît. Il y a 87 000 personnes qui sont membres de logements
communautaire, qui est une augmentation de 14 à 311 de fiducies foncières depuis les 10 dernières années. Et au-delà de 21 000 logements communautaires qui sont en cours de réalisation. Alors, c'est un secteur qui est très actif. Donc, jusqu'à 2020, le gouvernement britannique a mis à disposition 63 millions de livres anglaises, qui est l'équivalent de 188 millions d'euros, par le biais de Community Housing Fund. Donc, ce fonds vise à soutenir une augmentation de l'offre de logements fournis par le secteur du logement communautaire au niveau local sous la forme d'un corps d'expertise efficace et financièrement autonome. La prochaine slide. La prochaine après ça aussi. Donc, non, excuse, si tu peux revenir. Oui, alors, le Community-Led Homes est un projet de partenariat entre la Confédération de Cooperative Housing, de Locality, le National Community Land Trust Network et UK Co-Housing. Et ces organisations travaillent ensemble pour permettre aux communautés d'accéder plus facilement au soutien et de construire un mouvement durable de logement communautaire. Alors, il existe toute une infrastructure de groupes d'appui et de conseils gratuits que les architectes, les individus et les groupes de logement communautaire peuvent utiliser pour s'informer sur les développements communautaires. Et la prochaine. Donc, il y a 3 paliers de politique en Angleterre. Il y a le palier national, et les entités locales et au niveau du quartier. Alors, au niveau national, il y a le National Planning Policy Framework qui définit les politiques de planification économique, environnementale et sociale du gouvernement pour l'Angleterre, qui inclut l'aménagement du territoire. Et les politiques énoncées dans ce cadre s'appliquent à la préparation des plans locaux et de quartier aux décisions relatives de demande d'aménagement. La prochaine. Et alors, sur le site de logement ou de groupe communautaire d'habitation, il y a une ressource qui parle de différents exemples de façon d'accéder au terrain. Alors, par exemple, il y a un registre pour les autoconstructeurs dans chaque région et la législation récente exige que les conseils municipaux tiennent un registre et doivent faire une offre pour certains terrains après 3 ans. Et à Londres, ils disposent d'un programme qui s'appelle Small Sites, Small Builders, qui est une initiative du London Economic Action Partnership et du maire de Londres qui permet à des groupes communautaires de développer des petits sites. Alors, c'est pour des petits développeurs, des petits sites pour des petits développeurs. Prochaine, s'il vous plaît. Alors, deux exemples, 2 conseils qui sont très avancés dans ce domaine sont le conseil de Bristol et Tower Hamlets, qui est à Londres, qui ont tous deux alloué des sites à des projets de logement communautaire. Et ici, je vais décrire la politique de station de terrain pour le logement communautaire à Bristol. Avec cette politique, le conseil de Bristol s'engage à travailler en partenariat avec les groupes de logements communautaires pour construire des nouveaux logements. Alors, ceci permet à la population locale de jouer un rôle majeur et durable dans la résolution des problèmes de logements locaux en créant des logements abordables et des communautés qui sont fortes d'une manière qui est difficile à réaliser par le biais du développement de logements plus traditionnels. Maintenant, je vais passer à l'Autriche. Alors, comme à beaucoup de villes européennes, Vienne n'a pas privatisé, contrairement à d'autres villes européennes, Vienne n'a pas privatisé son énorme parc de logements appartenant à la municipalité. Cette stratégie apparaît comme un atout majeur pour garantir la qualité abordable des logements, faisant de nombreux envieux à Vienne. Le logement social de Vienne est financé par l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et les contributions spécifiques au logement versées par tous les résidents salariés. Le budget annuel du logement à Vienne s'élève à 574 millions d'euros.
dont 435 millions proviennent du gouvernement fédéral. La relation entre la croissance budgétaire et les nouveaux logements subventionnés s'est considérablement détériorée avec la hausse des prix des terrains. Certaines solutions ont déjà été mises en place, comme la création d'une nouvelle catégorie de zonage foncier pour répondre en partie à ce phénomène. La prochaine slide. Les stratégies de mise en réserve des terrains et la politique d'urbanisme jouent un rôle essentiel dans le développement du logement abordable et les municipalités ont l'obligation légale de trouver des sites de développement appropriés pour le logement. Alors, pendant plusieurs décennies, Vienne a encouragé la construction de logements locatifs abordables, non seulement par le biais de la politique d'urbanisme, mais aussi en jouant un rôle important sur le marché foncier, en canalisant les subventions et les prêts vers des formes de logements spécifiques sur des sites appropriés. Et depuis les années 90, en encourageant une concurrence plus directe entre les promoteurs pour les sites disponibles afin de maximiser les résultats publics. Prochaine slide. Les GBV ou les associations de construction de logements à but non lucratif, incluant les coops, ont mobilisé des activités de développement sur les réserves foncières existantes acquises à faible coût. Des projets de développement conjoints par les GBV et les propriétaires fonciers publics ont complété ces initiatives. Cela permet l'expansion actuelle de l'offre d'appartements à but non lucratif et donc à coût couvert. Avec environ 19 000 appartements achevés en 2020, les associations de construction à but non lucratif ont surpassé la moyenne décennale de 15 700. Sur la base de projection de la demande de logement, un plan a été adopté pour construire quelques 28 000 logements subventionnés au cours des 5 prochaines années. Alors, Vienne a une stratégie à long terme basée sur des projections et une planification rigoureuse pour atteindre ces objectifs. Ailleurs, les gouvernements sont inactifs pour des années et des décennies même avant de réaliser qu'il y a une pénurie de logements, il faut agir. À Vienne, ils ont toujours ajouté à leur parc immobilier à but non lucratif. La prochaine slide. Et dans les années 1980, Vienne a créé un fonds spécial détenu et contrôlé par la ville avec 2 objectifs. D'une part, Vienne gère les terrains destinés au logement et d'autre part, la ville organise des subventions pour la rénovation et l'entretien des logements. Ce fonds est responsable pour la gestion des terres et l'achat des terrains, une activité continuelle. Aujourd'hui, l'intention est de développer les terrains disponibles près du centre de Vienne. Et il y a aussi une coopération entre la municipalité et l'entreprise ferroviaire autrichienne, OBB, qui offre une grande opportunité car cette entreprise publique qui contrôle et possède de nombreuses friches industrielles, des anciennes gares ou des parkings de trains. Contrairement à la situation en Allemagne, OBB appartient toujours à l'État fédéral, ce qui permet à la municipalité de disposer des terrains qui sont bien situés. Aujourd'hui, OBB n'a pas besoin d'autant d'espace et les sites sont très proches du centre-ville, à seulement 3 ou 4 stations de métro, soit l'équivalent de 6 minutes. La ville de Vienne et OBB développent ensemble des projets sur ces friches industrielles. Aussi, une nouvelle catégorie de zonage pour les logements subventionnés est en vigueur depuis mars 2019. Elle a également été adoptée dans le droit de la construction au niveau provincial. Selon celle-ci, partout où il y a des espaces qui sont transformés en zones résidentielles, 2/3 du total des logements doivent désormais être affectés à des logements sociaux. Et récemment, une nouvelle politique du nouveau gouvernement de coalition favorise les modèles de location de terrain ou des terrains destinés au développement de logements abordables restent la propriété du secteur public. Outre la réglementation de l'utilisation des sols et les prêts conditionnels pour le développement de logements locatifs abordables, Vienne a joué un rôle important sur le marché foncier urbain, motivé par une volonté de réduire les coûts de terrain.
Alors, il y a l'équilibre entre l'offre et la demande qui favorise des prix abordables. Donc, maintenant, nous allons passer au Canada, mon pays. Alors, il y a l'initiative des terrains fédéraux, qui est un fonds de 200 millions de dollars qui appuie la cession de terrains et des immeubles fédéraux qui sont excédentaires à des promoteurs admissibles. Ces biens immobiliers offerts à un coût réduit ou même nul sont réaménagés ou rénovés en vue de la création de logements abordables sous une consultation communautaire et même à l'échelle nationale. Alors, une fois que les terrains sont cédés, la propriété est aménagée ou rénovée pour en faire des logements abordables, durables et accessibles et socialement inclusifs. Alors ici, nous voyons dans la photo, c'est un nouvel édifice à Montréal qui s'appelle les Bassins du Nouveau-Havre. C'est un ancien centre de distribution de Canada Post. Et alors, c'est une collectivité d'usage mixte qui est certifiée LEED Or avec 2000 unités résidentielles, donc 500 logements qui sont abordables. La prochaine slide. Nous allons dans l'ouest du pays, Victoria, qui est en Colombie-Britannique. Et ici, c'est plutôt comme un processus d'accélération pour le développement des projets de logement abordables. C'est un changement réglementaire qui vise à accélérer le processus et à éliminer le besoin de demande de rezonage pour des projets qui répondent à certains critères. Alors, ces changements élimineraient la nécessité d'obtenir l'approbation du Conseil et de tenir une audience publique. Donc, ceci peut réduire les délais soit de 4 à 9 mois. Alors, ceci serait un changement considéré audacieux qui dépolitiserait le processus de logement et augmenterait considérablement le nombre de logements abordables qui peuvent être ouverts plus rapidement. Et la prochaine slide, on passe à Montréal qui a un nouveau règlement qui s'appelle le règlement 2020-20. Alors, à Montréal, les prix de logement ont doublé dans les quartiers centraux au cours des 5 dernières années. Donc, le projet de règlement a comme but de créer une métropole plus mixte et juste. Et dans sa campagne électorale, la mairesse Valérie Plante avait promis d'exiger l'inclusion de 20% de logements sociaux et tout autant de logements abordables et familiaux dans les projets immobiliers à Montréal. Donc, il y a une version un peu plus souple qui a été adoptée comme règlement en 2019. Tout en continuant de réclamer le 20% de logements sociaux dans les projets immobiliers ayant une superficie d'au moins 450 mètres carrés. Et le pourcentage est devenu plus flexible pour le taux de logements familiaux et abordables qui varie d'un secteur à l'autre à Montréal. Et donc, un nouveau changement, c'est que les promoteurs immobiliers pourront aussi contourner ces exigences en offrant des terrains ou une contribution financière à la ville afin d'aider cette dernière à réaliser elle-même les projets de logements sociaux. Alors, c'est un échange soit d'argent ou de terrain s'ils ne peuvent pas fournir le 20%. La prochaine slide, on passe aux États-Unis où ils ont développé des banques foncières qui sont des outils de développement et de préservation de logements abordables permanents. Donc, les banques foncières sont des entités gouvernementales ou des sociétés à but non lucratif qui convertissent des propriétés qui sont vacantes ou abandonnées ou délaissées par les contribuables en usage productif. Alors, depuis 2011, il y a 12 États qui ont adopté des lois d'habilitation des banques foncières offrant aux dirigeants locaux un nouvel outil pour aider à réinventer et à revitaliser des quartiers qui ont été mis au défi par la vacance ou l'abandon. Et il y a un organisme qui s'appelle Community Progress
qui est à l'avant-garde du mouvement national des banques foncières, qui fournit des connaissances et une expertise en aidant à façonner et à soutenir des efforts pour adopter des lois et des réformes législatives pour les banques foncières partout aux États-Unis. Les biens vacants qui sont abandonnés et en souffrance sont souvent regroupés sous l'appellation de biens à problème, car ils déstabilisent les quartiers, créent des risques d'incendie et de sécurité, ils font baisser la valeur des biens et ponctionnent l'argent des impôts locaux. Alors, dans un certain sens, ce sont des propriétés que le marché privé a complètement rejetées. Donc, les banques foncières sont une réponse directe à cette tendance qui est croissante, à l'inoccupation et à l'abandon. Et donc, ils ont été créés pour acquérir stratégiquement des propriétés à problème et convertir ces passifs en actifs et de transférer les biens à de nouveaux propriétaires responsables d'une manière transparente qui donne des résultats conformes au plan communautaire. Donc, la plupart des banques foncières disposent des pouvoirs spéciaux qui leur permettent d'entreprendre ces activités de manière plus efficace et efficiente que d'autres entités publiques ou à but non lucratif. Et la prochaine slide. Alors ici, je parle de 3 différents exemples. Le premier, c'est un partenariat entre l'organisme Grounded Solutions Network, qui fait partie, entre autres, du réseau international Cohabitat Network. Et alors, un partenariat entre eux et une cohorte de 3 villes comprenant Atlanta, Houston et Portland, qui partagent des stratégies d'acquisition de terrains vacants et abandonnés dans le but d'étendre le modèle de fiducie foncière dans d'autres villes et dans d'autres États. Un autre exemple, c'est les friches industrielles. Des anciens sites industriels ou commerciaux qui ne sont pas utilisés actuellement, qui sont en menace de contamination du sol ou de déchets dangereux. Donc, un exemple, c'est la ville de Chicago, mené nombreux projets de réaménagement de friches industrielles, commerciales et résidentielles, dont les logements sociaux Henry Horner Homes, une communauté qui avait un haut taux de criminalité et de violence des gangs, qui a été démolie et redéveloppée en 3 phases. Donc, dans la première phase, elle comprend 460 unités de logement et les deux autres phases sont en développement futur, qui sont prévues pour des logements publics, des logements abordables et des logements à loyer modéré. Et ensuite, en Californie, la loi sur les terres excédentaires exige que les entités publiques donnent la priorité aux organisations qui créeront des ensembles résidentiels dont au moins 25% des unités sont abordables pour les ménages à faible revenu. Donc, tous ces exemples, on parle surtout de logements abordables pour des logements à faible revenu, mais ceci inclut aussi les habitations qui sont des habitations communautaires telles que les coopératives. Ils ont tous accès à ces outils. Et alors, en passant au Pérou, la prochaine slide. C'est un nouveau projet de loi qui fixe des paramètres pour le développement de villes ordonnées, la gestion adéquate des terrains urbains et la création de logements à bas revenus pour la population la plus pauvre. Il est proposé dans l'initiative législative qu'au moins 10% de ces logements à bas revenus soient situés dans les nouvelles installations résidentielles urbaines. Et il est également proposé d'accorder des incitations afin de promouvoir l'inclusion de ce type de logement dans les nouveaux bâtiments. Alors, le projet prévoit aussi la création d'un opérateur foncier public qui, en plus de promouvoir les logements à bas revenus, cherchera à élargir l'offre de terrain pour la construction de logements. En passant au Chili, pour faire face au manque de logements, au Chili, le MINVU, qui est le ministère d'Habitation et d'Urbanisme, le ministère a créé la Banque nationale des terres, qui est une initiative qui dispose déjà des terrains pour construire près de 20 000 logements dans les années à venir. Et ensuite,
la dernière exemple qui se passe en Espagne. Alors, garantir le droit au logement est devenu une priorité pour de nombreuses municipalités ces dernières années en Espagne. La crise sociale et économique qui a débuté en 2008, combinée à un parc public et protégé historiquement très réduit, ont augmenté de manière exponentielle le nombre de ménages qui ont besoin d'un soutien pour accéder ou se maintenir dans un logement. C'est dans ce contexte que certaines mairies, dont Barcelone, ont accéléré la promotion du logement locatif public et promeuvent les formules innovantes de collaboration avec les promoteurs sociaux pour augmenter le parc des logements sociaux. L'une de ces formules est la cession de terrains publics pour la promotion de coopératives d'habitation ou de logements locatifs. Le Conseil municipal de Barcelone a donné la priorité aux droits de superficie en tant qu'instrument de transfert de terrains municipaux à des promoteurs sociaux pour promouvoir le logement dans un système coopératif ou locatif. Et j'avais changé la photo. J'avais une photo de la coopérative La Borda, qui se définit comme la première coopérative de logement suivant le modèle de la cession d'usage à être développée à Barcelone et construite sur un terrain public. L'initiative a vu le jour dans le cadre de la rénovation urbaine sur un ancien site industriel. Et en tant qu'institution sans but lucratif, la coopérative a développé le logement sur un terrain public où un bail a été établi par le conseil municipal pour 75 ans. La coopérative sera propriétaire de l'immeuble et cédera le droit d'usage du logement à ses membres, regroupés en unités de cohabitation. Alors, le droit d'usage est acquis par le paiement d'un droit d'entrée qui sera restitué si le locataire quitte la coopérative et conservé par le paiement d'une redevance mensuelle abordable. Alors voilà, c'est rapidement des exemples de ce qui se passe au niveau national, régional et municipal dans quelques pays dans le monde. Merci beaucoup, Julie, pour ce tour d'horizon très, très complet. On nous a déjà demandé, j'ai vu sur le chat, de mettre à disposition ces slides, ce qu'on fera bien volontiers pour rentrer dans le détail de certains contextes. Ce qu'on comprend bien, c'est qu'en effet, ces solutions-là, on a besoin d'opérateurs qui mettent en place les projets, qui les développent. Les coopératives d'habitation et l'habitat collaboratif le fait très bien, mais sans en effet l'appui de l'État et de politiques publiques, ça reste difficile et que les bons exemples souvent mettent en valeur un partenariat public-habitant, notamment ceux que tu nous as donnés. Et repassons à Genève, finalement, avant que l'initiative passe et puisse permettre justement de renforcer les outils qui sont déjà en place. Je repasse du côté d'Aline et de la coopérative d'habitation La Ciguë. Aujourd'hui, en tant que coopérative d'habitation et opérateur de production de logements et de quartiers finalement à Genève, quels problèmes vous rencontrez, puis quelles solutions il existe, qu'est-ce que vous développez aujourd'hui pour accéder à ce foncier et développer des projets? Alors, peut-être je commence par faire une rapide présentation de la Ciguë. Une coopérative qui existe depuis 35 ans, maintenant elle est née en 1980. Excuse-moi, Aline, on t'entend pas très bien. Ok. Là, quand je parle, là c'est parfait. Ah, ok. Je sais pas. Attention à ton micro, peut-être. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est que la Ciguë, je commence par peut-être une courte présentation de la coopérative. Et après, j'expliquerai justement les projets qu'elle a réalisés. Donc, c'est une coopérative qui a été créée il y a 35 ans, en 1986, par des étudiants, pour les étudiants dans un contexte de crise du logement qui sévissait déjà à cette époque-là. Et ses buts sont de développer du logement communautaire, écologique et bon marché, donc spécifiquement pour les personnes en formation. La coopérative elle est reconnue d'utilité publique et elle prône l'autogestion
Donc, elle promeut donc la participation de ses membres aussi dans le fonctionnement de la coopérative. Donc, le conseil d'administration, il est composé de coopératrices et coopérateurs de la SIGU et pareil dans les différentes commissions. Donc, en 1986, elle a pu naître grâce à des premiers baux temporaires qu'elle a obtenus dans des immeubles ou dans des maisons qui étaient inoccupées en attente d'une rénovation et d'une démolition. Mais dès ses débuts, la coopérative, elle a eu la volonté de pérenniser les logements pour les étudiants en réalisant ses propres immeubles, aussi pensés par les étudiants et pour les étudiants. Donc actuellement, la SIGU, elle a eu la chance de pouvoir réaliser 8 immeubles sur en droit de superficie. Et puis, mais elle continue en parallèle à obtenir des logements temporaires pour loger les étudiants. Voilà, si on peut passer la slide suivante. Voilà, merci beaucoup. Donc, elle a réalisé donc, 8 immeubles, dont le dernier qui a été inauguré en 2018 dans l'écoquartier des Vergers à Meyrin, dans une des communes alentours. Et tous ces projets d'habitat coopératif, ils n'auraient pas été possibles sans l'appui d'une politique publique qui privilégie l'attribution de terrains en droit de superficie. Donc, les propriétaires du foncier avec lesquels la SIGU a obtenu des droits de superficie sont tous donc en main publique. Il y a l'État de Genève, la ville de Genève, la commune de Meyrin, et plusieurs parcelles proviennent également de la FPLC. C'est une fondation qui a été créée en 2001 par le canton de Genève pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif. Et la FPLC, elle a également aussi le but de favoriser l'augmentation des logements étudiants à Genève. Donc la SIGU, elle a eu la chance d'obtenir des terrains en droit de superficie via trois façons. Donc elle a participé à des appels à projets lancés par le groupement des coopératives ou par des communes qui visaient spécifiquement l'attribution pour des coopératives. Ça a été le cas, par exemple, du projet des Ouches qu'elle a réalisé en 2004 en partenariat avec la coopérative La Coda. Ça a été notamment le cas aussi du bâtiment des Vergers qui a été inauguré en 2018. Et on verra la slide suivante qu'on a obtenu aussi le terrain au sol et au sommeil de la même manière. Une autre manière, c'est qu'elle a répondu à des appels à projets lancés spécifiquement pour du logement étudiant. Et là, ça a été le cas pour l'immeuble à Montbriand, qui est le premier immeuble qu'elle a construit en 1998, pour les rénovations du Clos Voltaire avec la ville de Genève, la Chapelière avec la FPLC, pour la Coulouvronnière et Pont d'Arve. Et une autre manière, qui est une exception pour la SIGU, c'est à la rue des Pavillons. Donc, c'est le troisième bâtiment en partant de la gauche, qui n'est pas issu d'un appel à projet public. Pour cette parcelle, la SIGU, elle a été soutenue par un architecte et elle a révélé le potentiel d'une dent creuse qui se trouvait au centre-ville, proche des universités. Et la FPLC a pu du coup acquérir ce terrain à un propriétaire privé et elle a pu la remettre en droit de superficie à la SIGU, ce qui lui a permis de réaliser 40 chambres à cet endroit-là. Donc là, on voit, sur cette présentation, on voit avec qui la SIGU elle a pu obtenir un droit de superficie. Et puis nous, à la SIGU, on compte en nombre de chambres et pas en nombre de logements. Donc on voit aussi le nombre de logements qui aujourd'hui permet de loger des personnes en formation. Donc voilà, si on peut juste mettre la suivante. Merci beaucoup. Donc la SIGU, elle souhaite continuer à développer du logement communautaire, écologique et bon marché pour les étudiants, car on s'aperçoit malheureusement qu'au quotidien, il y a encore beaucoup d'étudiants qui ont des difficultés à trouver des logements et puis qui renoncent à venir étudier à Genève pour ces raisons-là. La SIGU, elle a aussi à cœur de développer des projets en partenariat avec d'autres coopératives. Aussi, c'est une manière de créer des immeubles avec une mixité sociale et une mixité de programmes. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a, c'est pour ça qu'on a aussi lancé l'initiative, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de terrain disponible à Genève pour
pour toutes les coopératives qui sont créées et puis qui existent aujourd'hui, actuellement. C'est pour ça que c'est aussi important d'être inventif et de trouver des propositions de projets qui sont ambitieux, avec des partis pris sociaux et écologiques qui sont forts. En l'automne passé, la SIGU elle a eu la chance de remporter un terrain avec la coopérative émergente Silène, qui est une coopérative en fait, qui a été créée avec des coopérateurs actuels qui sont encore étudiants et qui souhaitent développer aussi des projets de logement communautaire qui vont au-delà des études, pour pouvoir en fait, finalement continuer à vivre de cette manière-là après leur passage à la SIGU. Et on a imaginé un immeuble commun avec la fondation qui fait du logement social, Camille Martin, qui avait déjà des droits à bâtir pour cette parcelle, puis on a créé un partenariat vraiment, pour réaliser un projet ensemble à cet endroit-là. Voilà, si on peut mettre la slide suivante. Merci. Donc, en parallèle des appels à candidature qui sont proposés pour les coopératives et pour le logement étudiant, la SIGU, elle cherche aussi d'autres pistes pour développer du logement. Donc, on a 3 projets qui sont en réflexion à long terme et qui sont à chaque fois aussi pensés avec donc, les coopérateurs. Il y a la première parcelle qui c'est une parcelle en fait qui est aussi en main d'une commune et puis qui on pense a un grand potentiel pour créer du logement coopératif au centre-ville, en impliquant en fait, aujourd'hui c'est un bâtiment qui est utilisé comme un musée de pompiers, mais qui est assez peu ouvert et puis très fermé sur lui-même. Et on propose en fait à cet endroit-là peut-être de créer en fait un immeuble de logement coopératif et d'inclure le projet qui existe actuellement pour proposer des nouveaux espaces peut-être plus ouverts aussi sur la ville. Et le conseil municipal de Genève a accepté un crédit pour une étude de faisabilité pour étudier le potentiel à bâtir à cet endroit-là. Et on espère vraiment qu'on va être soutenu par les politiques pour aller de l'avant avec ce projet qui nous semble vraiment intéressant pour la ville. Donc, on a aussi 2 autres projets qui sont peut-être plus expérimentaux, avec notamment un projet d'habitat modulaire. Donc, c'est un concept qu'on développe avec une autre coopérative qui existe à Genève qui s'appelle La Brique, qui est plus qui a une spécificité de créer en fait du logement et des activités. Et là, on est en train de travailler en partenariat aussi avec les CFF, donc c'est le réseau du train suisse, pour développer du logement en habitat modulaire dans des friches le long des voies ferrées. Voilà. Et puis ce serait on est intéressé par l'idée de flexibilité et puis l'écologie et l'itinérance de ce concept d'habitat. Et puis ce serait une nouvelle manière, aussi une manière un peu différente de repenser le territoire à Genève. Et puis finalement, à Genève, il y a aussi la problématique de la reconversion des bâtiments administratifs en logement, qui est un thème brûlant, particulièrement durant cette période de crise socio-économique, sanitaire et écologique que nous vivons. Parce qu'il existe actuellement à Genève environ 250 000 surfaces de bureaux vides, donc ça représente environ 60 terrains de foot. Et nous pensons que ce sont des espaces vides qui pourraient être vraiment intéressants à revaloriser en logement coopératif. Et puis, donc on est en train, à l'interne de la SIGU, de mener des réflexions et de voir en fait quelles sont les stratégies qu'on pourrait mettre en place, aussi bien pour du logement temporaire, avec peut-être éventuellement des modules d'habiter qui pourraient venir dans ces espaces, mais aussi peut-être dans le rêve de pouvoir une fois
reconvertir un immeuble de bureau vide en un logement coopératif. Donc c'est voilà, quelque chose qui nous intéresse. Donc en gros, voilà, c'est un petit peu ce que je voulais exprimer sur la CILU. Merci beaucoup, Aline. Et en effet, on voit que, on va dire, en attendant que l'initiative passe, et même si de toute façon, elle ne suffira pas, c'est des étapes qu'il faut franchir. Il y a un ensemble de mécanismes qui se mettent en place, alors soit avec des outils qui sont déjà en place, comme la FPLC, la Fondation pour le logement coopératif et bon marché, qui est une fondation de droit public qui a été créée justement pour acquérir du foncier sur le canton et puis le remettre à disposition des coopératives en droit de superficie, qui est très active et qui sera sûrement renforcée à travers, avec l'initiative, si elle passe. Mais en effet, il ne faut pas arrêter de toute façon d'être inventif et d'aller chercher soit des dents creuses ou justement comme la reconversion des locaux d'activité. Et je vous souhaite beaucoup d'énergie et beaucoup de réussite aussi dans ces aventures et ces recherches de terrain. Également, du coup, dans finalement cette inventivité ou le fait d'innover ou de lancer des approches un peu expérimentales ou pilotes, il y a des endroits où justement il n'y a aucun outil qui est aujourd'hui en place. Et c'était l'occasion ici de faire un pas pour présenter aussi le Fonds pour l'habitat solidaire, qui est un mécanisme financier solidaire qui est basé sur justement la solidarité entre les groupes d'habitants. Alors aujourd'hui, ce fonds pour l'habitat solidaire est hébergé en Suisse par Urbamonde, qui profite d'un partenariat avec la coopérative Filea, qui a une expertise justement dans le domaine de la finance solidaire à une échelle internationale. Le but, c'est justement de mettre en lien les différents groupes d'habitants. Aujourd'hui, ce projet pilote bénéficie d'environ 60 déposants et donateurs qui permettent d'alimenter le Fonds pour l'habitat solidaire sous forme de dons ou de dépôts, justement. Ces financements, ces prêts, en fait, cet argent-là permet de générer des prêts aujourd'hui auprès de nos partenaires locaux avec qui on travaille dans le cadre de projets de coopération internationale au Sénégal et au Nicaragua, et ont permis depuis plusieurs années justement de faire l'acquisition de terrains pour ces coopératives sous la forme de prêts à des conditions qui sont abordables pour ces groupes d'habitants. Donc voilà, aujourd'hui, c'est l'occasion de présenter finalement une autre stratégie dans des contextes géographiques où il y a une absence de politique publique vraiment active pour permettre à ces projets d'habitat collaboratif de se développer. Et on a pu voir tout à l'heure déjà tout l'intérêt qu'il y avait dans ces projets d'habitat collaboratif. Voilà, la SIGU est justement déposant et donateur au Fonds pour l'habitat solidaire. Alors, finalement, quelle a été la motivation et dans quelles conditions vous êtes entré dans ce projet et pourquoi le soutenir aujourd'hui? Et du coup, je transmets la question à Aline. Alors, en fait, donc, en 2018, c'est vrai qu'en fait, on a eu un exercice annuel qui nous a permis en fait, de créer un fonds pour la solidarité internationale. Et on a voulu soutenir un projet qui était en lien avec les valeurs qui sont véhiculées par la SIGU. Et donc, suite à la création de ce fonds, la SIGU elle a rencontré les personnes d'Urbamonde, et puis le CA, il avait été séduit par le projet de développement de cette coopérative au Nicaragua. Et voilà, c'était chouette de pouvoir faire ça. Et on a du coup pu débloquer une somme de, si je ne me trompe pas, c'était 3 000 francs de dons et 2 000 francs pour le dépôt solidaire. Et c'est vrai que en fait, c'est une somme qui est peut-être pour la Suisse, c'est pas énorme par rapport au pouvoir d'achat en Suisse, mais pour un pays comme le Nicaragua, c'est un coup de pouce qui est intéressant. Et
voilà, on était content de pouvoir faire cette expérience. Et donc, sinon, d'autres projets à l'international, en fait, pour l'instant, on n'en a pas vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a quelques temps, on a été aussi contacté par Urbamonde pour participer à un projet de rassemblement de coopératives étudiantes à l'international. Et puis la SIGU, elle a pu prendre participer à ce projet. Et il semblerait que l'année prochaine, on puisse participer aussi à l'organisation d'une rencontre qui aurait lieu à Genève. Et voilà, on est vraiment très contents de pouvoir participer à ça. Et, parce que la SIGU, elle a à cœur de soutenir des projets pour lesquels elle croit. Après, malheureusement, la situation qu'on a vécue l'année passée, elle nous a fait, en fait, de toute urgence, créer un fonds de solidarité plutôt pour soutenir nos coopérateurs et nos coopératrices, et aussi certaines de nos arcades qui n'ont plus les moyens et les revenus suffisants pour payer leur logement, leur chambre, ou les arcades. Donc malheureusement, on a dû prendre cette poche-là pour soutenir aussi notamment les personnes à cause de cette situation exceptionnelle de crise. Mais on espère que dans un avenir proche, en fait, la SIGU pourra de nouveau mettre de côté des sous pour pouvoir soutenir des projets tels que celui du Nicaragua. Excellent, on se réjouit de Je sais pas si l'entendre. j'ai pu répondre à vraiment ta question. Mais... Non, je pense que ça, c'est intéressant de montrer que la solidarité internationale, c'est aussi un levier pour pouvoir permettre le développement de l'habitat collaboratif dans lequel le foncier est important. Et en effet, comme tu l'as dit, aujourd'hui, vos dons, votre dépôt, et s'il est soutenu encore par la suite, permet l'acquisition de terrains aujourd'hui au Nicaragua et au Sénégal. Et les résultats sont concrets dans ces contextes géographiques où en effet les économies sont pas forcément suffisamment développées justement pour que ces mécanismes s'organisent à une échelle locale, disons. Et Julie, également, dans ton approche internationale, par rapport à cette solidarité internationale, comment tu vois justement l'intérêt et puis l'impact que ça peut avoir de la mettre en place et de la valoriser, notamment peut-être à travers le Fonds pour l'habitat solidaire? Oui, mais le Fonds pour l'habitat solidaire, c'était essentiel pour soutenir des groupes dans les économies qui sont peu développées, qui n'ont pas le soutien de l'État afin de développer soit des projets pilotes ou des habitations communautaires pour démontrer les bénéfices des logements coopératifs, et en espérant que d'autres pourraient être développés, et en espérant aussi que l'État s'implique et adopte des projets de loi qui adoptent des pratiques qui sont pratiquées ailleurs dans le monde. Parce que ça marche dans d'autres pays, alors pourquoi pas dans les pays où c'est très peu connu. C'est juste une question qu'il faut commencer à quelque part. Dans notre organisme, on a eu ces discussions de commencer un fonds de solidarité, mais à l'international, c'est très compliqué avec les différents types d'argent qui existent. C'est vraiment trop compliqué pour faire un fonds comme réellement international. C'est mieux, mais je pense que vous connaissez les défis aussi avec le Fonds de solidarité de Urbamonde. C'est plus facile quand c'est basé comme dans un pays. Alors, mais la discussion doit continuer. Mais un de nos membres, qui est ABZ, qui est situé en Suisse, à Zurich, ils ont un fonds de solidarité qui soutient des projets sociaux, culturels et écologiques sur le thème de l'habitat. Alors, on voit la page là. Et alors, tous les ménages cotisent mensuellement au fonds. Et il y a des contributions volontaires qui sont également possibles. Et une fois par année, les membres se rassemblent pour décider quel projet mérite de recevoir une contribution. Et ils font ça lors d'une conférence annuelle où ils remettent les prix.
Et la contribution mensuelle, c'est seulement 5 francs suisses. Je pense que les gens ont le choix de contribuer plus s'ils le désirent. Alors ça, c'est un exemple concret d'un fonds. Et puis, il y a un groupe MOBA, qui est la première coopérative pan-européenne, qui ont reçu 30 000 francs l'année passée pour établir leur coopérative européenne. Donc, c'est vraiment comme un fonds pour aider ces genres de projets. Donc, et puis, alors, les projets, alors, c'est des projets de n'importe où, de partout dans le monde peuvent remplir une soumission. Et la date d'échéance, c'est la fin juin. Et alors, je vous invite de partager ces informations et d'encourager les groupes que vous connaissez à se soumettre à ce fonds de solidarité. Merci pour les précisions. C'est clair, ce que tu as précisé, je trouve très important à relever, c'est que dans ces pays où justement, là on parlait du Nicaragua et du Sénégal, les politiques publiques sont peu développées, il y a peu d'outils pour développer ces projets. Si on n'arrive pas avec ce type de mécanisme ou ce type d'approche un peu expérimentale ou de projet pilote, on n'a pas les exemples sur place qui se créent. Et c'est très difficile, sans exemple, en effet, de convaincre les autorités publiques de mettre en place, en effet, sur la base d'exemples qui fonctionnent au niveau social, au niveau environnemental, au niveau économique, qui fonctionnent bien et qui, du coup, font la preuve finalement du concept et permettent de lancer de vraies démarches au niveau des politiques publiques. Donc voilà, ça remet en avant également le fait qu'il ne faut pas oublier de signer l'initiative aujourd'hui à Genève pour développer justement encore plus cette politique et franchir cette nouvelle étape dans les outils qui seront mis à disposition. Je vois qu'on a dépassé un petit peu le temps imparti pour la partie de présentation. On peut peut-être prendre quelques questions. Je n'ai pas eu le temps de consulter le chat, mais je repasse la parole. Je remercie Aline et Julie. Ne partez pas tout de suite. Je repasse la parole à Louisa. Merci Damien. Pour le moment, il n'y a pas eu de questions de notre côté. Donc, si vous voulez en profiter, les personnes disponibles. S'il n'y a pas de questions et si Julie et Aline ne veulent pas rajouter quelque chose, je vous propose qu'on arrête en plein dans les temps. Ah, il y a un Thibaut qui essaye de nous poser une question. Voilà. Alors, on vous entend pas. Je vous fais une demande de réactivation de son. Voilà. Allez-y, c'est rapidement une question, comme ça on pourra prendre aussi celle de Thibaut après. Je voulais simplement vous féliciter pour ce travail que vous faites. Je suis moi-même architecte. Je travaille aussi dans ce secteur de la coopérative. Voilà. Ici ou ailleurs. Je suis content de... Voilà. Je voulais vous remercier, je dirais, de votre performance. Merci beaucoup pour les encouragements. Merci beaucoup, merci de votre présence et de nous suivre. N'hésitez pas à faire tourner autour de vous l'initiative, les différents projets. Merci beaucoup. On fait signer l'initiative, c'est important. Tout à fait, oui, avec grand plaisir. Merci. Est-ce que quelqu'un a une... Thibaut, je vous envoie un petit message si vous voulez prendre la parole, si vous avez une question. Bonjour. Bonjour. C'est bon, vous m'entendez? Alors, effectivement, j'avais un petit pavé parce que j'ai moi-même travaillé pour mon travail de master sur la question des coopératives de logement et les innovations institutionnelles.
dans le cas de Genève et la levée de fonds et les acquisitions foncières notamment. Je ne vais pas trop m'épancher, j'avais une longue question, mais c'est vrai que dans mon travail, comment je proposais notamment à la fin certaines pistes de réflexion et notamment, en fait, il y a une sorte de coopétition. J'avais discuté pour les personnes qui travaillent sur Genève, je pense qu'elles reconnaîtront M. Conti, qui travaille à la FPLC. Et en fait, il y a une forme de coopétition, comme il expliquait, hein, une compétition entre les coopératives pour accéder au foncier. Et justement, on a essayé de trouver aussi avec lui, en discutant avec lui, un moyen peut-être de dépasser cette coopétition. Et une chose dont on avait discuté, c'était les anciennes coopératives. En fait, on sait que en tout cas, c'était ces chiffres, hein, c'était une approximation qu'il avait, mais il pensait à peu près qu'il y avait la moitié des coopératives genevoises qui font partie du GCHG. Donc, potentiellement, 50% de coopératives en plus qui sont méconnues. Notamment, moi, je fais partie de la COSIH, qui est aux eaux vives. C'est une ancienne coopérative. Je sais qu'elle ne fait pas partie du GCHG, mais elle existe. Et justement, peut-être pour des coopératives comme la SIGU, comme la CODA, ou qui sont actives sur le marché, est-ce que ce serait… en fait, est-ce qu'elles ont pensé à approcher peut-être des coopératives qu'on ne connaît pas à Genève, parce qu'elles sont peut-être moins médiatisées et qui ont en fait du foncier, parce que nous, notre coopérative, elle détient son foncier. Après, on est aux eaux vives, donc c'est un peu complexe à développer, mais je sais qu'il y a des exemples, peut-être dans des endroits moins urbanisés. Il y avait notamment à la route de Ferney, il y a la SOCOP, qui est une ancienne coopérative qui s'est alliée avec la CODA. Donc voilà, est-ce que, par exemple, la SIGU ou le GCHG essaie de, entre guillemets, recruter des coopératives qui sont peu visibles, mais qui détiennent du foncier? Aline, tu veux répondre? Alors, bon, c'est vrai que moi, je suis nouvelle dans le comité du groupement, mais j'ai pas entendu parler d'une proposition comme celle que tu proposes, là. Et c'est vrai que nous, à la CIDU, on n'a pas pensé à ça, mais c'est une super piste. Et je veux bien que vous me passiez votre numéro de téléphone ou votre mail pour qu'on puisse… D'accord. Mais oui, c'est intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas… Non, on n'a jamais imaginé ça. Et c'est peu connu, finalement. Ouais. C'est vrai que c'est… Pardon. Non, je trouve ça intéressant. Et puis, je pense que vu la liste que tu nous donnes déjà de 2 personnes, je pense que ça me fait penser aussi au projet qui se développe aujourd'hui à Miché-Chaudron. Et puis, je reviens sur cette compétition entre coopératives qui peut être bénéfique au niveau de la qualité écologique du bâtiment, mais qui, des fois, au niveau du foncier, peut rapidement prendre des mesures qui dépassent, qui font la différence de moyens entre les coopératives, qui est trop important. Là, aujourd'hui, du côté de Miché-Chaudron, il y a aussi une coopérative qui s'appelle Les Falaises, qui est propriétaire aussi de son foncier, si je ne me trompe pas, et qui va pouvoir densifier finalement et du coup créer plus de logements coopératifs dans cette zone-là. Donc, je pense que c'est vrai qu'il y a un champ à investiguer, comme tu le précises ici, ça paraît très intéressant. D'accord, super. J'ai 100 pages, si jamais à vous faire lire. Oui. Peut-être que vous passerez juste aux recommandations et tout ça. Il y a quelques pistes, mais là, je suis en train de faire ma promotion. C'est pas le but. C'est pas le but de la discussion, mais voilà, c'était juste ma petite question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thibaut. Merci à vous. Bon, du coup, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Si tu veux passer à la prochaine slide, et puis comme ça, je conclue. Donc, voilà. Merci beaucoup, Aline, Julie, pour vos 2 interventions et ces partages de projets vraiment très intéressants. Merci à Damien pour la modération. Ce soir, c'était notre dernier événement en ligne pour ce cycle de conférences, car notre prochain événement aura lieu à Lausanne, donc en Suisse, à l'espace Dickens, pour ceux qui connaissent. C'est une soirée gratuite avec la projection de 2 courts-métrages réalisés par Urbamonde et une table ronde,
toujours sur la thématique de l'habitat collaboratif et solidaire. Donc, rendez-vous le 24 juin pour cet événement.